Bonsoir à tous et bienvenue si vous nous rejoignez à l'instant. Merci de choisir une fois de plus TVS pour vous informer. La grande décharge de Mindoubé n'offre plus d'espace au public alors qu'il n'y a pas très longtemps, un groupe d'hommes d'affaires venus du Maroc a échangé avec le maire de Libreville. Pour l'instant, il n'y a pas de suite à cet entretien. Euphrem Biogoezo. Comment rompre avec le phénomène de tas d'immondices à Libreville? Cette question a fait tout récemment l'objet d'un entretien entre les hommes d'affaires venus du Maroc, spécialisés dans ce domaine bien précis, et le maire de la commune de Libreville. La délégation marocaine s'était proposée d'offrir à la municipalité de Libreville les mécanismes devant permettre de rompre avec l'insalubrité lorsqu'on sait que la décharge de Mindoubé n'offre plus de réelles possibilités de services aux populations, car surchargée de tas d'ordures, une solution miracle aurait été proposée à la municipalité afin d'éradiquer ce phénomène. La ville de Libreville soit modèle sur le plan propreté et sur le plan environnemental. Que c'est votre apport ici à Libreville? Mon apport, ça serait, je le répète, de porter ma contribution dans la mesure, bien sûr, que la mairie l'accepterait. C'est de m'occuper de la question de la décharge publique qui prime, parce que nous avons inventé une machine qui neutralise l'exilias. L'exilias, c'est un produit, quand vous pressez les déchets, c'est un liquide qui vaut à peu près 1 gramme égale plus de 2 milliards de microns. Alors, cette machine qu'on a inventée, elle neutralise et on rend ce liquide comme eau d'arrosage. Depuis lors, du côté de l'hôtel de ville, rien n'a filtré des mesures arrêtées, alors que la décharge de Mindoubé, celle-ci n'offre plus d'espace d'accueil pour de nouveaux déchets. Pour l'instant, autorisé que les voitures viennent se positionner là, non. Il n'y a que lui qui peut, on dépote là-bas, lui il récupère, il déplace. Quand on aura retrouvé un niveau, vous voyez, ça fait ça, ça monte là. Mais il faudra bien casser de sorte que nous ayons ce niveau-là pour permettre un meilleur étalement. Et ça, c'est ce qui va nous permettre de gagner. En fait, on gagne du temps. Mais non, on s'est déjà projeté pour la fermeture. Conséquence de cette lenteur administrative dans l'accomplissement des actes prioritaires, Libreville croupit sous les ordures de tout genre. Au regard de cette situation, la santé des populations s'avère très menacée. Certaines pathologies auraient même été déclarées peu avant la commémoration de la Saint-Sylvestre. À certains endroits de la capitale gabonaise, l'air est quasiment irrespirable. Pourquoi un tel laisser-aller, s'interrogent des riverains agacés. À quelques mois de la fin du mandat des conseillers municipaux, l'hôtel de ville serait-il prêt à relever ces défis, celui de permettre aux populations de vivre dans un cadre approprié, adapté aux meilleures conditions hygiéniques? Là demeure la grosse interrogation. Et comme il fallait s'y attendre, l'état actuel de la capitale gabonaise suscite le mécontentement des populations qui en appellent à la conscience collective des autorités pour sortir Libreville des ordures. Le problème, c'est que nous, on nous informe que c'est la décharge qui est à Mindoubé, où il y a des difficultés. Donc, c'est ce que la mairie nous dit avec la société. Donc, on observe, on voit, il y a des poubelles partout. Et c'est pas bien. Pendant la fête de Noël, tout ça, là, vous êtes dans les poubelles. C'est pas normal. Donc, les autorités doivent regarder ça de très près. Nous avons accompagné un autre opérateur qui intervient précisément dans tout ce qui est assainissement, valorisation des déchets entre autres, et réhabilitation des espaces de décharge publique. Et là aussi, il a été question à cet opérateur de proposer à Madame le maire l'expérience qu'ils ont déjà fait bénéficier à la ville de Rabat, étant entendu que la mairie de Libreville a eu une convention de jumelage avec la ville de Rabat. C'est aussi dans ce cadre que ces opérateurs
ont sollicité Madame le maire pour que, dans le cadre de cette convention, donc, que les expériences soient partagées et essayer au mieux d'en faire bénéficier la ville de Libreville. Initialement prévue pour le 2 janvier 2018, la reprise des activités après la célébration du Nouvel An semble s'effectuer timidement. Le constat d'Audrey Mébiam. Très peu de moyens de transport urbain circulent dans les rues de Libreville. Absence de véhicules dans les parkings des différents ministères, des sociétés et autres entreprises. Il en est de même pour les usagers. L'ambiance est plutôt morose dans la capitale après la fête de la Saint-Sylvestre. Certains usagers des services publics sont contraints de rebrousser chemin sans que leurs besoins ne soient satisfaits à cause de l'absence des fonctionnaires à leur poste de travail. Tout porte à croire que les activités n'ont pas encore bien repris en ce jour, à l'exception d'autres comme la Société d'eau et d'énergie du Gabon, SEG, qui a ouvert ses portes. Au centre hospitalier universitaire de Libreville, les consultations médicales sont également assurées par le personnel soignant. La célébration de la fête de la Saint-Sylvestre en est la principale raison. Les Librevillois ont à ce jour du mal à reprendre les activités dont la date était prévue pour le 2 janvier 2018. Depuis hier, les agents du ministère des Affaires étrangères sont de nouveau en grève en raison des nombreuses revendications contenues dans leur cahier de charges qui n'ont toujours pas obtenu satisfaction. Le reportage de Fabiola Mengue. Un ras-le-bol, disent-ils, car la situation qui prévaut au sein de ce ministère n'est plus commode. Plusieurs points de revendication non résolus en sont la cause. Depuis plus de 7 mois, lors de leur dernière grève, les choses n'ont pas bougé d'un iota. Près de 5, sinon 6 mois, nous avons suspendu le mouvement de grève avec le ministre sortant. Vous constatez ici, vous voyez, ces tous-là sont à l'arrêt depuis bientôt 3 mois. Et comme vous l'avez vu au niveau de la banderole, nous voulons le retour de notre prime de servitude diplomatique. C'est une prime qui était donnée aux agents du ministère des Affaires étrangères tous les 3 mois. Aujourd'hui, avec le départ de la PIP, nous ne voyons pas pourquoi aujourd'hui notre administration ne nous remet pas en place notre prime qui vraiment était quelque chose de très très important pour tous les agents du ministère des Affaires étrangères. Alors, comme vous avez pu le constater aussi derrière moi, vous voyez que les services sont ouverts. C'est-à-dire que vous avez les agents des affaires étrangères travaillent dans des conditions vraiment exécrables. C'est-à-dire que pas d'ascenseur, pas de climatisation, pas de toilettes. En tout cas, il n'y a rien. Donc nous avons dit que nous ne pouvons plus continuer à travailler dans de telles conditions parce que nous sommes un ministère de souveraineté. Dans tous les pays du monde entier, j'ai dit c'est quand même quelque chose d'atypique. Donc nous disons que nous ne pouvons plus continuer à travailler dans de telles conditions. C'est la raison pour laquelle nous avons décidé depuis bientôt 2 jours de reconduire le mouvement de grève au ministère. Encore un ministère de plus dans le bateau de grève. Cette grève illimitée du SAE le restera jusqu'à ce que leur ministre de tutelle daigne enfin les écouter pour une éventuelle sortie de crise. Tradition respectée, le 31 décembre dernier, le chef de l'État a adressé ses vœux de Nouvel An à la nation gabonaise. Il a abordé plusieurs sujets, plusieurs promesses ont été faites. Faut-il y croire? Voici le regard de notre rédaction à travers Arnon Babekung. Il n'a pas dérogé à la règle. Le 31 décembre 2017, le président de la République, Ali Bongo Ondimba, a livré à la nation son traditionnel discours. Au cours de cette allocution longue de quelques minutes, il a abordé de nombreux sujets, parmi lesquels la cohésion et l'unité nationale, les questions liées à l'employabilité des jeunes et le fonds d'initiative départementale doté d'1 milliard de francs CFA dans chaque département. En somme, un discours plein de promesses, tant au niveau socio-économique, politique que scolaire. Ces promesses sont réalistes de la vie des uns, alors qu'elles relèvent de l'utopie, voire de la démagogie, d'un art oratoire très habile pour d'autres. Qu'importe donc les points de vue divergents, le discours du chef de l'État est un exercice sacré, comme l'est aussi sa parole. Cela n'empêche pas toutefois qu'il soit examiné pour attester du caractère réaliste de cette panoplie de projets très novateurs, il faut le dire. Bien que gouverner c'est prévoir, il faut surtout éviter les cœurs
de la précipitation avec la vitesse ou encore moins avec la flatterie. Je fais ce que je dis et je dis ce que je fais. Fin de citation. Ce refrain très prometteur du chef de l'État après le 16 octobre 2009 date qu'il levait sa main droite pour la première fois en tant que président de la République gabonaise semble être battu en brèche aujourd'hui. Au lendemain de cette première prestation de serment, des promesses ont été faites sans pourtant voir le jour. Celles liées aux 5000 logements par an ou la création d'une nouvelle compagnie aérienne nationale en sont les plus célèbres, complétées par la promesse d'un nouvel aéroport, promesse faite récemment lors de sa visite au Sénégal. Oubli, erreur de casting ou la flatterie, nul ne peut dire. Les nouvelles promesses du chef de l'État au cours des vœux à la nation risqueraient d'être classées dans les registres si précédemment évoqués et du coup, elles risquent aussi d'être frappées de caducité par un peuple avide de progrès social. Entre autres, ces promesses, le raffermissement de notre unité afin de retrouver la cohésion sociale. Il n'y a pas de cohésion sociale ou d'unité nationale sans dialogue ou sans véritable dialogue. Va-t-il alors s'asseoir avec Jean Ping, car c'est à ces deux acteurs politiques, à la fois frères et beaux-frères, que les Gabonais accusent d'être à l'origine de la fragilisation actuelle de l'unité nationale. En parlant de démocratie, le chef de l'État précise, je cite, « En démocratie, la compétition a lieu non dans les rues, mais dans les urnes, dont il faut toujours respecter le verdict. » Fin de citation. C'est ce qui est fondamental en démocratie. Mais alors, comment pouvons-nous encore définir la démocratie dans le contexte gabonais? Consiste-t-elle toujours par le peuple à respecter les mêmes verdicts, même lorsque ces derniers vont à son encontre? Oui, le peuple est représenté à travers les députés, cela est bien vrai, Monsieur le Président de la République. Mais quelle opinion les citoyens ont-ils de ces députés? Incarnent-ils vraiment encore des valeurs républicaines? Nul ne peut dire. En abordant les questions de l'éducation, de l'emploi et même de l'économie, l'ambiguïté sur la faisabilité existe toujours. Au moment où la situation économique reste fébrile, on annonce la création de 10 000 emplois par an, ce qui suppose l'existence ou la création préalable des unités de production. Combien en créerons-nous ou avions-nous créé depuis 2009? Le chômage perdure au Gabon et les jeunes sont durement frappés par cette situation précaire. Et notre économie reste très dépendante du pétrole qui subit de plein fouet la chute des cours. Quant à l'éducation, les ressources qui seront utilisées pour rénover les structures existantes, telles annoncées par le chef de l'État, ne pourraient-elles pas servir à en créer de nouvelles? Les annonces sont gargantuesques. Vont-elles se réaliser? Pour certaines, les termes sont fixés au mois de mars et nous y reviendrons à chaque fois que nécessaire. À l'issue du 11e congrès du Parti démocratique gabonais PDG organisé à Libreville du 8 au 10 décembre dernier, les objectifs visés, à savoir reformer, revitaliser et régénérer le parti, ont-ils été atteints? C'est un long processus, estime un analyste politique. Ben vous savez, c'est un processus qui a été initié lors de ce 11e congrès ordinaire avancé du Parti démocratique gabonais. Il ne s'agissait pas de se dire nous démarrons là et à telle période, tel moment, telle date, c'est fini, nous avons atteint nos objectifs. C'est un processus politique qui commence par la mise en avant du rôle de la base. La revitalisation, la régénération consiste en quoi exactement? C'est d'abord et avant tout l'instauration forte de la démocratie participative et la démocratie consultative. La démocratie participative, c'est celle qui s'intéresse à la base, qui désormais doit être consultée, qui doit être associée à la décision à travers le choix des responsables locaux du Parti démocratique gabonais et des autres responsables, les hauts responsables du Parti démocratique gabonais. Il en a été ici lors de ces conseils provinciaux qui se sont déroulés à travers le pays, qui ont précédé la tenue du congrès, au cours desquels on a procédé à l'élection des membres du bureau politique, des membres du Conseil national et des membres du comité central. La prochaine phase va concerner les structures de base, que sont
les fédérations, les sections et les comités, dont les responsables également devront être élus par la base. Vous comprenez qu'à ce moment-là, c'est un virement, je vais dire, c'est un virage plutôt, pour m'exprimer correctement. C'est un vrai virage dans l'orientation et le fonctionnement du parti. Par le passé, le reproche a été fait au pouvoir, donc à la centrale, de parachuter plus ou moins des responsables depuis Libreville, de les imposer à la base, qui ne se reconnaissaient pas à travers eux. Aujourd'hui, il n'en est plus question. Il s'agit de donner à la base la considération, toute la considération qu'elle mérite. En définitive, sans la base, le parti n'est pas le parti. C'est la base, la multitude qui fait la force du Parti démocratique gabonais. Démocratie consultative parce que le secrétariat exécutif, qui est l'instrument de pilotage, de direction du parti, se doit d'entretenir les meilleurs rapports à travers des rencontres périodiques, des consultations pour avis, par exemple, du Conseil consultatif des sages, les membres du bureau politique, les membres du Conseil national, pour les informer de ce que le parti se prépare à faire, à mettre en chantier, les activités que le parti compte mettre en avant ou en chantier font donc l'objet d'une discussion libre avec ces différentes composantes du parti. Il en sera ainsi, justement, également quand il s'agira de prendre des orientations beaucoup plus qui engagent un peu plus le parti. À ce moment-là, le champ de la consultation sera élargi certainement aux membres du comité central et pourquoi pas aux militants. Il s'agit aujourd'hui de donner au niveau du Parti démocratique gabonais un fonctionnement qui cadre parfaitement avec les exigences de la démocratie. Voilà la régénération et la revitalisation. Évidemment, ce travail est un travail qui s'inscrit dans le long terme, qui va certainement se poursuivre dans les décennies à venir avec d'autres équipes dirigeantes. Mais l'idée est là, c'est qu'aujourd'hui, le Parti démocratique gabonais se fait fort de pouvoir aujourd'hui mobiliser suffisamment ses militants. Ceux qui étaient partis sont certainement revenus. Il y a eu de nouveaux adhérents qui ont été séduits justement par cette nouvelle donne. La page religion de cette édition d'information nous emmène à parler de certains hommes qui s'autoproclament serviteurs de Dieu alors qu'en réalité ils œuvrent pour l'enrichissement rapide au détriment du véritable appel au service de Dieu. Alors, que disent les Saintes Écritures à ce sujet? Élément de réponse dans ce reportage d'Inès Gungamombo. L'on assiste de plus en plus à une expansion des serviteurs de Dieu dans notre pays. Mais certains parmi eux ne répondent pas aux critères d'homme de Dieu et préféreraient mettre l'appât du gain devant au détriment du service de Dieu. Alors que les Saintes Écritures déclarent dans le livre d'Un Pierre chapitre 5, les versets 2 à 4, je cite « Paissez le troupeau de Dieu qui est sous votre garde, non par contrainte, mais volontairement selon Dieu, non pour un gain sordide, mais avec dévouement, non dominant sur ceux qui vous sont échus en partage, mais en étant des modèles du troupeau, et lorsque le souverain pasteur paraîtra, vous obtiendrez la couronne incorruptible de gloire. » Même si de nos jours l'argent est indispensable à la survie de l'homme en général, il n'en demeure pas moins que l'on ne devrait pas chercher nos propres intérêts avant ceux de Dieu. Un dicton populaire dit, je cite, « On juge le maçon au pied du mur. » Il en va de soi des enfants de l'Éternel qui ont dédié leur vie au service de Dieu, comme peut encore le rappeler le révérend Dr Louis Madinga. Ce n'est pas le titre qui fait l'homme. À mon avis, je crois que la seule chose qui fait la différence, ce sont les œuvres que la foi produit. Jésus a dit, si vous n'acceptez pas, si vous ne reconnaissez pas, vous ne me reconnaissez pas en qualité de Messie, reconnaissez au moins que les œuvres que je fais rendent témoignage que c'est le Père qui m'a envoyé. Mon garçon, mets-toi au travail, que tes œuvres te distinguent. Il y a beaucoup de serviteurs de Dieu de nom ici à Libreville et dans ce pays. Fais partie de ces hommes de différence. Ces hommes qui sont des producteurs de preuves. Ces hommes qui sont déterminés à allumer le feu pour que le feu s'allume. Je prie, consacre-toi, sers, attache-toi à ton ministère. Ne te laisse pas distraire par les passions de la jeunesse. Il est important de marquer la différence entre serviteurs de Dieu par nos œuvres, mais aussi notre génération.
car le monde attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Hors de nos frontières, en réponse à Kim Jong-un qui évoquait la présence d'un bouton nucléaire sur son bureau, Donald Trump a quant à lui vanté le sien, plus gros, plus puissant. Mais aux États-Unis, il n'existe pas un tel dispositif permettant d'ordonner une frappe nucléaire. Presse internationale. En 1945, la ville d'Hiroshima est rayée de la carte, après l'explosion de la première bombe atomique sur la ville japonaise. 73 ans après, on compte 9 puissances nucléaires dans le monde, 5 dites officielles qui correspondent aux 5 États membres permanents du Conseil de sécurité, États-Unis, Royaume-Uni, France, Russie et Chine. Les 4 autres sont non officielles, Israël, Inde, Pakistan, Corée du Nord. En 2017, l'arsenal nucléaire mondial de ces 9 puissances est d'environ 15 000 armes. Un stock en constante baisse depuis le milieu des années 80. Parmi elles, 4 000 sont opérationnelles et disponibles, le reste est en attente de démantèlement. La Russie et les États-Unis possèdent 93% de l'inventaire mondial avec 7 000 et 6 800 armes. Très loin devant la France et la Chine qui possèdent à ce jour 300 et 270 têtes nucléaires. 190 pays sont signataires du traité de non-prolifération datant de 1968 à l'exclusion d'Israël, de l'Inde, du Pakistan, de la Corée du Nord et du Soudan du Sud. Le TNP, sous l'autorité de l'Agence internationale de l'énergie atomique, l'AIEA, œuvre en faveur du contrôle et de la non-prolifération des armes nucléaires. Contrairement à la croyance populaire, il n'existe pas à proprement parler de bouton nucléaire. C'est plutôt un système d'autorisation, d'authentification et de codage très technique, disposé le plus souvent dans une mallette comme celle-ci que le président américain emporte partout avec lui. Selon les experts, 5 minutes sont nécessaires entre l'ordre du président américain et le déclenchement de l'arme nucléaire. Devant les troubles qui agitent l'Iran depuis le 28 décembre dernier, des dizaines de milliers de manifestants pro-gouvernement se sont rassemblés mercredi dans plusieurs villes d'Iran pour condamner les contestations. Presse internationale. Ces Iraniens descendus en masse dans la rue, filmés ici par la télévision d'État, sont là pour dénoncer les fauteurs de troubles. Des militants pro-régime, drapeaux iraniens à la main, venus soutenir un pouvoir de plus en plus critiqué. Une foule très remontée qui brandit des portraits du guide suprême, l'ayatollah Ali Khamenei, mais aussi des pancartes avec des slogans hostiles à l'Amérique et à Israël. Alors que la situation s'est calmée ce jeudi à Téhéran et dans les autres villes, les défenseurs du régime pointent du doigt ceux qui ont participé au mouvement violent de ces derniers jours. Depuis le 28 décembre, la colère monte en Iran. Au départ, les manifestations visaient à dénoncer la vie trop chère, les difficultés économiques que rencontrent nombre d'Iraniens, un taux de chômage général élevé de plus de 12%, près de 30% chez les jeunes, dont beaucoup sont diplômés, des chiffres officiels qui seraient très en dessous de la réalité. Plusieurs nuits d'affilée, les protestataires saccagent des magasins, incendient des biens publics. La police intervient, les affrontements font plusieurs morts et des blessés. Plus de 450 personnes sont arrêtées. Au fil des jours, le mouvement social prend une tournure plus politique. Les anti-régimes demandent davantage de liberté. Jamais depuis 2009 et la réélection contestée de l'ultra-conservateur Mahmoud Ahmadinejad, les Iraniens n'avaient manifesté si violemment. Dans un discours d'apaisement, le président Hassan Rouhani reconnaît qu'il faut un espace pour que la population exprime ses inquiétudes, mais il condamne aussi les violences. Donald Trump, lui, a de son côté estimé que le temps du changement en Iran était venu, suite à l'action menée par le peuple iranien. Des déclarations très mal perçues par le gouvernement, qui accuse ceux qu'il qualifie d'ennemis de l'Iran de porter atteinte au régime. Et puis, expression libre. Avant de refermer cette édition d'information, voici la question qui vous a été posée par MacGregor Massala. Que pensez-vous de l'appel à la réconciliation lancé ces derniers temps par certains leaders de l'opposition? Que le pays vit un peu la crise depuis 2016. Ce n'est pas une mauvaise initiative de chercher à réconcilier tous les fils de ce pays. Donc c'est une initiative salutaire que nous attendons avec beaucoup de paix et de grâce. On attend cela et que cela se fasse dans les plus brefs délais afin que le pays puisse connaître une nouvelle prospérité et le bonheur. C'est tout ce que je peux vous dire là-dessus. C'est une bonne initiative. Merci. De faire leur choix. Vous comprenez? S'ils voient que le pays, ça ne va pas, il y a des choses qui ne marchent pas. S'ils demandent à ce que les Gabonais se parlent, c'est pas trop mauvais. Mais il faut le faire d'une manière, parce qu'il y a eu le dialogue en Ngodje. Ils avaient tout le temps de le faire. Pourquoi ne se sont pas présentés? Pourquoi ne se sont pas prononcés en ce moment-là?
C'est maintenant qu'il le demande. Bon, je ne sais pas. Moi, je crois que c'est à l'appréciation du chef de l'État. Je pense que cette coalition peut être effective seulement si les leaders politiques sont réellement sincères dans ce qu'ils envisagent faire. Mais dans le cas contraire, les connaissant à la sphère politique gabonaise, je pense que ce serait une illusion de plus qui veut nous faire vivre. C'était l'essentiel du journal de notre rédaction. Merci à tous de l'avoir suivi. Restez avec nous. Nos programmes se poursuivent.